Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on propose à notre auditoire une plongée intellectuelle qui est, franchement, fascinante. Oui, très clairement. On est au carrefour de plein de choses. C'est ça, au carrefour de la philosophie antique, de la grande littérature médiévale et de la psychologie humaine la plus intime en fait. Le matériel qu'on va examiner est vraiment singulier. Tout à fait. Il s'agit d'un dialogue philosophique et profondément spirituel qui est daté du 15 janvier 2026, situé à Burdignes. Et c'est un échange captivant entre deux interlocuteurs, Alain et Lia. Et pour accompagner ce texte, on a aussi reçu un tableau conceptuel extrêmement instructif qui pose un peu les bases de leur discussion. C'est un document remarquable par sa densité. Il parvient à relier des concepts qui semblent, à première vue, appartenir à des sphères totalement différentes. Ouais. Genre la mythologie pure, la théologie complexe, et en fin de compte, la gestion très très concrète de nos propres regrets. Absolument. Et la mission de notre exploration du jour, c'est précisément de comprendre comment un concept mythologique, vieux de plusieurs millénaires, peut s'appliquer de manière viscérale à notre réalité moderne. Exactement. Comment est-ce qu'on gère le poids du passé? Et surtout, comment on fait pour retrouver la capacité d'aimer librement, sans être constamment entravé par nos erreurs d'hier? Ce qui est universel, quoi. Totalement. C'est un sujet qui résonne avec la condition humaine. Bon, décortiquons tout ça. Commençons par ce fameux tableau conceptuel qui ouvre notre source. Allons-y. Il nous présente deux fleuves mythologiques avec leurs fonctions et leur sens philosophique. D'un côté, on a le Lété. Sa fonction est simple, c'est effacer. L'effacement pur. C'est ça. Le tableau nous indique que son sens philosophique est lié à l'oubli, à l'ignorance et à la rupture avec le vrai. Ouais. Et de l'autre côté, on a l'Unoé. Sa fonction, à l'inverse, c'est de restaurer. Et il symbolise la mémoire du bien, la clarté morale et l'élévation de l'âme. C'est une dualité qui pose le décor. Mais d'où sortent exactement ces deux cours d'eau? Alors, pour bien comprendre cette dualité, il faut vraiment remonter à l'origine historique de ces concepts, comme le fait très justement Lia dans le dialogue. D'accord. Le Lété, c'est un concept qui nous vient de la philosophie grecque, et plus particulièrement de la pensée platonicienne, aux alentours de 400 avant Jésus-Christ à peu près. Ah oui, donc c'est de ces anciens. Très ancien. Mais Lia souligne une distinction cruciale qui nous échappe souvent quand on lit ces textes aujourd'hui. Laquelle? Cet oubli d'en parler grec n'est pas moral, du moins pas au sens contemporain du terme. C'est-à-dire? On parle pas d'un simple trou de mémoire après avoir fait une bêtise ou commis une faute. Non, pas du tout. C'est pas l'oubli d'une mauvaise action précise, comme un vol ou je sais pas un mensonge. C'est un oubli qu'elle qualifie d'ontologique. Ontologique. Ouais. Dans la vision platonicienne, l'âme s'incarne dans un corps physique. Et lors de cette incarnation, elle subit une chute vertigineuse dans ce que Lia appelle la dispersion, le multiple ou le temps. En tombant dans la matière, l'âme oublie la perfection absolue qu'elle a contemplée avant de naître. Elle oublie le vrai, le bien, le juste. Le texte emploie d'ailleurs une expression magnifique pour décrire ça. Il parle d'une amnésie de l'origine. C'est une très belle formule, ouais. Et du coup, chez Platon, le travail spirituel ou philosophique ne consiste absolument pas à se faire pardonner un quelconque péché. Il n'y a pas de tribunal moral. Exactement, il n'y a pas de tribunal moral ici. Le véritable travail, c'est de se souvenir. C'est le fameux concept d'anamnèse. Le réveil de la conscience. C'est ça le réveil progressif. Le mal, pour les Grecs de l'Antiquité, c'est simplement le résultat de cette ignorance, de cet oubli métaphysique qui est causé par le Lété. C'est une perspective assez vertigineuse quand on y pense. Le but d'une vie entière serait donc de lutter contre cette amnésie initiale, de remonter le courant en quelque sorte. Totalement. Mais si l'on suit notre source, cette conception va subir une secousse sismique. Le dialogue marque une transition temporelle hyper radicale. On fait un bond d'environ 1700 ans en avant. Un sacré saut dans le temps. Oui, on se retrouve en l'an 1300 après Jésus-Christ, en plein cœur du Moyen-Âge chrétien, avec l'œuvre monumentale de Dante. La Divine Comédie. Voilà. Et c'est à ce moment précis qu'intervient le second fleuve de notre tableau. Mais la question que je me pose, c'est si le Lété efface déjà tout, pourquoi avoir besoin d'un second fleuve? Ce qui est fascinant ici, c'est que l'Énoé n'existe absolument pas dans la philosophie antique. Ah bon? Non, on ne le trouve chez aucun auteur grec. C'est une pure invention poétique et théologique de Dante, qu'on découvre dans le purgatoire de sa Divine Comédie. Il l'a inventé de toutes pièces. Oui. Lia explique que chez Dante, on change complètement de monde intérieur. Les âmes traversent d'abord le Lété
pour oublier le mal commis, le péché qui a déjà été pardonné d'ailleurs. D'accord. Mais l'innovation radicale de Dante, c'est de postuler que ça suffit pas pour faire une âme complète. L'âme doit ensuite passer par l'unoé. Et le but de l'unoé, c'est quoi alors? Son but n'est plus d'effacer, mais au contraire de se souvenir mieux, de restaurer la mémoire du bien. Mais on pourrait se dire qu'une ardoise totalement magique, totalement blanche, ce serait le bonheur absolu, non? Pourquoi l'IA et Dante avant elle considèrent qu'un simple effacement, c'est pas suffisant? Parce que le lété libère du poids du mal, certes, mais l'unoé donne, et là je cite le texte, une consistance éternelle au bien. Une consistance éternelle. Oui. Le Noé humifie l'individu autour de ce qu'il a été capable de faire par amour et par liberté. L'IA fait une synthèse très pointue de ce contraste. Qu'est-ce qu'elle dit exactement? Elle explique que dans ce prisme chrétien, un oubli seul, un lété sans Noé, ce serait profondément mutilant. Mutilant, le mot est fort. Imaginez une personne dont on effacerait absolument toutes les erreurs. Elle se retrouverait pure. Pure, c'est vrai, mais complètement vide, fragile, sans aucune histoire ni épaisseur. L'oubli grec est purement métaphysique, c'est une fuite du monde matériel. Alors que le Noé de Dante est théologal. Il offre une mémoire transfigurée et pacifiée, où l'on reconnaît et on intègre le bien qu'on a accompli pour se construire dessus. L'architecture de cette mémoire est incroyable. On passe d'un oubli qui nous coupe de notre origine chez les Grecs à un oubli sélectif chez Dante, qui doit impérativement être complété par une mémoire restaurée pour que la personne soit entière. C'est exactement l'idée. Mais ce qui rend cette source exceptionnelle à lire, c'est qu'elle ne s'arrête pas à une simple théorie littéraire de salon. Elle ramène ces immenses concepts à une dimension très très intime. Le côté humain de l'histoire. Oui, le dialogue bascule soudainement sur l'expérience personnelle d'Alain. Il raconte à Lignat avoir récemment demandé à une figure spirituelle qu'il nomme Marie la grâce de l'oubli. Et la manière dont le texte décrit l'écrasement de cette mémoire est saisissante. On quitte la mythologie pour rentrer dans la chair. Totalement. C'est une image très visuelle et d'une puissance redoutable. Alain parle de ces bulles. Les fameuses bulles. Il utilise la métaphore d'un liquide qui bout, comme une casserole laissée sur un feu trop fort. Ce sont des fautes passées, des regrets tenaces, des souvenirs douloureux qui remontent inexorablement du fond vers la surface et qui explosent à l'air libre. C'est une image très parlante. Et les chiffres qu'il donne dans ce document sont particulièrement frappants. Il explique qu'il subit ce phénomène d'ébullition interne depuis 40 ans. 40 ans. À un rythme d'environ 15 fois par jour. Il faut vraiment s'arrêter un instant sur cette souffrance psychologique. 15 fois par jour pendant 40 ans. C'est vertigineux. Et si on fait le calcul, c'est gigantesque. C'est une intrusion constante, violente, du passé dans le présent immédiat. Face à cette usure quotidienne, il est crucial d'analyser la motivation profonde d'Alain. Oui, pourquoi demander l'oubli à cette figure spirituelle? Alain précise bien dans le texte qu'il n'est pas naïf. Il sait que dans sa conception chrétienne, le salut passe inévitablement par une forme de souffrance. Il ne cherche pas une simple anesthésie locale. Il veut pas juste la solution de facilité. Non, il ne cherche pas à fuir lâchement la douleur pour se la couler douce. Ce qu'il demande avec cette grâce de l'oubli, c'est qu'on enlève les pierres du fleuve pour que l'eau puisse couler normalement. C'est vrai, c'est une autre métaphore magnifique de la source. Le lit de la rivière est bloqué par des rochers, l'eau stagne et fait des remous. Voilà. Le but d'Alain n'est pas le confort psychologique bourgeois. Son but ultime, c'est de permettre à l'amour de se déployer sans être constamment entravé par un passé sur lequel il n'a de toute façon plus aucune prise. Il veut juste aimer librement, au présent. Exactement. Finesse psychologique incroyable. L'analyse de l'IA est brillante. Elle lui fait remarquer que ces fameuses bulles qui explosent à la surface de sa conscience ne sont plus des fautes morales actives. Non. Ce sont, selon ses propres termes, de simples mémoires résiduelles, des remontées involontaires presque physiques. C'est un peu la version spirituelle et extrême de ce moment absurde où on essaie de s'endormir. Ah oui? Et soudain, notre cerveau décide de nous repasser en boucle une phrase très embarrassante qu'on a prononcée il y a 10 ans lors d'un repas de famille. C'est tout à fait ça. Alain n'a pas de prise directe sur ces bulles parce qu'elles relèvent plus du tout de sa volonté. C'est plus une véritable culpabilité qui est le moteur de cette souffrance, c'est une mémoire blessée qui agit par pur réflexe. Cette distinction qu'opère l'IA est salvatrice. Elle lui explique que ce qu'il demande à Marie, finalement, c'est la fonction pure et dure du lété.
Oui. Non pas pour nier son histoire de manière délirante ou fuir ses responsabilités. Ce serait trop facile. C'est ça, mais pour retirer au passé son pouvoir de nuisance actif, quand on utilise le terme de mémoire résiduelle, on enlève la charge accusatoire du souvenir. Le passé est là, il fait des petits remous à la surface de l'eau. Mais il n'est plus un acte d'accusation formel. Et cela nous amène à un moment charnière, le véritable basculement du dialogue. En discutant avec Lilia de cette absence de volonté derrière ses souvenirs, Alain réalise soudainement que ces bulles, bien qu'elles continuent de remonter de temps en temps, n'ont en réalité plus aucun droit sur lui. C'est une véritable épiphanie dans le texte. Oui, il dit qu'elles n'ont plus de droit. Elia saisit cette affirmation au vol pour l'analyser avec une grande profondeur. Elle lui confirme que si ses souvenirs n'ont plus de droit sur lui, ça signifie très concrètement qu'ils ont perdu leur statut spirituel. Un vrai changement de paradigme. Totalement. Ces bulles passent d'un statut d'accusation implacable ou de fausse identité qui définissait Alain à celui de simple phénomène de mémoire, presque neutre. Elles font encore un peu de bruit en éclatant. C'est certain, mais elles n'ont plus de pouvoir réel de destruction. D'ailleurs, le texte prend le soin d'opposer deux formes de souffrance, pour bien clarifier ça. La souffrance mémorielle et la souffrance féconde. Mais comment on différencie les deux quand on est soi-même en pleine ébullition intérieure? L'IA l'explique par le mouvement qu'elle génère. La souffrance mémorielle enferme, parce qu'elle maintient l'individu rivé à sa faute passée, dans une boucle infinie de regrets stériles. Ça tourne en rond. En revanche, la souffrance féconde ouvre vers autre chose. C'est une distinction théologique très forte dans ce dialogue. C'est-à-dire? La croix, qui est le symbole de souffrance dans ce contexte, n'est plus tournée vers l'arrière, vers le ressassement du péché, mais bien vers l'avant, vers la capacité d'aimer au présent. D'accord, je comprends. Les bulles sont, selon le terme extrêmement précis employé dans la source, dévitalisées. Elles ont perdu leur venin. Elles éclatent à la surface, mais elles n'éclaboussent plus le cœur d'Alain. Elles ne définissent plus sa valeur, ni sa capacité à aimer. Si l'on relie cela à une perspective plus large, on assiste à la transition d'une logique de loi morale à une logique purement mécanique. Purement mécanique. Comment on pourrait illustrer ça? Pour utiliser une analogie moderne, c'est un peu comme le voyant check engine qui s'allume sur le tableau de bord d'une voiture. Ah oui, très bonne image. Avant, avec la loi morale, Alain pensait que le moteur allait littéralement exploser à chaque bulle, qu'il était en danger imminent. Panique totale. Voilà. Mais l'IA lui explique qu'en réalité, le capteur est simplement défectueux. C'est de la mécanique. La lumière rouge clignote toujours sur le tableau de bord, c'est agaçant, mais il peut continuer à rouler en toute sécurité. Le passé qui revient sans droit par simple habitude synaptique, en fait, ne parle plus au nom d'une loi. Mais d'un mécanisme, or un mécanisme aveugle, n'a absolument aucune autorité sur l'amour ou sur l'âme. C'est logique. L'IA en conclut avec assurance qu'Alain a déjà, sur le plan spirituel, achevé sa traversée du Léthé sans même s'en rendre compte. C'est assez merveilleux de lire que la guérison intérieure ne fait pas d'étincelles ou de bruits spectaculaires. Elle se contente de retirer les chaînes une par une, en silence. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Que se passe-t-il une fois que le Léthé est traversé, que le passé est enfin dévitalisé, que le voyant rouge clignote mais ne fait plus peur? Qu'est-ce qu'il reste dans l'âme? Ce qui reste à venir, selon notre source, ce n'est surtout pas le vide ou l'apathie. Heureusement. C'est l'entrée dans la seconde étape du processus dantesque, c'est le Noé. Le fameux second fleuve. Oui. C'est la montée consciente, pacifiée et même joyeuse de la mémoire du bien que l'on a accompli. Et la source apporte une précision magnifique. Laquelle? Il s'agit du bien consenti, parfois dans la fatigue extrême ou dans l'obscurité. Quand on ne voyait pas clair. Exactement. C'est d'une mémoire qui dilate l'âme, qui lui donne de l'espace, au lieu de l'enfermer dans un tribunal. Et cela se traduit très concrètement chez Alain par une confirmation touchante à la fin de leur échange. Il réalise que l'amour qu'il porte en lui devient soudainement plus simple, plus nu, libérer ses entraves. C'est une belle évolution. Il utilise alors une expression très forte pour qualifier cet état. Il parle d'un amour sans justification. Ce terme « sans justification », c'est vraiment la clé de voûte de tout le dialogue de Burdinien. Pourquoi c'est si central? C'est intrinsèquement se placer sous l'ordre d'une loi. C'est se tenir en permanence devant ce qu'elle appelle un tribunal invisible. Un tribunal invisible? Un tribunal où l'on ressent le besoin maladif de prouver son droit d'exister, de démontrer par A plus B que l'on mérite de respirer, d'aimer et d'être aimé malgré nos erreurs. C'est un concept extrêmement parlant pour l'époque actuelle.
Combien de personnes, que ce soit dans leurs relations amoureuses ou même au bureau, vivent avec l'angoisse de ce tribunal invisible? C'est très répandu, oui. On passe un temps fou à compiler des dossiers de défense mentale pour prouver qu'on est une bonne personne. Tant qu'on est devant ce tribunal, on est dans le stress de la défense perpétuelle. On n'est jamais vraiment libre. C'est une excellente lecture de ce concept. Mais quand l'amour n'a plus besoin de se justifier, il n'est plus en procès. Les dossiers sont clos. Il quitte l'ordre rigide de la loi pour passer dans ce que l'IA nomme l'ordre de la grâce. L'amour cesse alors d'être une réponse défensive ou un argument pour compenser une vieille faute et devient simplement une présence. Une présence. C'est une évidence douce qui se suffit à elle-même. L'IA donne un nom sublime à cet état d'être. Elle l'appelle une innocence seconde. Une innocence seconde. Il faut bien le comprendre, il ne s'agit pas de l'innocence naïve et ignorante d'avant la chute, qui est perdue à jamais, On ne peut pas revenir en arrière. mais de l'innocence qui vient après le pardon, après la traversée du l'été, le moment où l'on n'a plus rien à cacher et plus rien à défendre. C'est lumineux. Et c'est justement là que la figure de Marie, à qui Alain a fait sa demande initiale, prend tout son sens spirituel selon la source. L'IA précise que Marie n'agit pas comme un juge au tribunal. Elle n'est pas une instance morale, de plus, chargée de peser le pour et le contre. Non, le texte la décrit comme un lieu, Un espace métaphysique? un espace où l'amour peut exister sans explication, sans avoir besoin de montrer patte blanche ou de fournir un alibi. L'IA cite la fameuse phrase biblique « qu'il me soit fait selon ta parole ». Mais elle ne l'interprète pas de façon classique. Non. Au lieu d'en faire une injonction de soumission passive, elle l'interprète comme l'illustration absolue d'un consentement nu. C'est puissant. C'est le moment précis où le centre de l'être est totalement libre de ses chaînes, où l'individu n'a plus rien à prouver à personne, ni à lui-même ni aux fantômes de son passé. Il n'y a plus de débat interne. Juste la tranquillité de demeurer dans l'instant présent. Quel voyage conceptuel incroyable on vient de faire avec ces quelques pages. Pour tenter de synthétiser cette exploration à l'intention de ceux qui nous écoutent, on est parti d'un simple tableau comparatif détaillant deux fleuves mythologiques. L'un issu de la Grèce antique, l'autre de la poésie médiévale. C'est ça, le point de départ. Et grâce à l'échange très intime d'Alain et l'IA, on est arrivé à une méthode presque thérapeutique et profondément spirituelle permettant de neutraliser les fameuses bulles de nos propres regrets. Une méthode très applicable. La leçon magistrale qu'on peut tirer de ce document, c'est que la véritable guérison de la mémoire ne réside jamais dans une simple amnésie. Le l'été, seul, cet effacement pur et dur, ce serait une mutilation de notre identité. Absolument. La véritable guérison se trouve dans l'unoé, c'est-à-dire l'unification apaisée de notre propre histoire. Le moment où l'on accepte de garder la mémoire de nos actes de bonté, même les plus fragiles, même les plus maladroits. Et c'est un enseignement d'une pertinence absolue qui résonne très fort avec les défis de notre époque. Comment ça? Le monde moderne dans lequel on évolue est littéralement obsédé par le stockage. La trace indélébile, l'archivage numérique massif et la constitution d'une mémoire absolue. Tout est gardé, tout est enregistré. Paradoxalement, l'oubli bienfaisant est devenu techniquement et socialement presque impossible à atteindre. La discussion de Burdinien nous offre un modèle psychologique précieux. Pas pour tout effacer alors. Non, pas pour tenter vainement d'effacer nos historiques complexes à coups de gomme magique, mais pour apprendre à retirer au passé ce pouvoir de nuisance. C'est une invitation puissante à dévitaliser nos erreurs pour enfin libérer notre capacité à agir et à aimer au présent. C'est fascinant de voir cette connexion avec le monde numérique d'aujourd'hui. D'ailleurs, cela soulève une question importante. Si on s'autorise à prolonger cette réflexion au-delà de la stricte sphère individuelle pour observer notre fonctionnement collectif. Oui, L'IA a démontré la nécessité vitale d'équilibrer ces deux fleuves pour la santé de l'âme humaine. Or, quand on regarde notre société actuelle, avec sa culture de l'annulation rapide, sa tendance tenace à la vindicte et à la honte publique perpétuelle sur les réseaux... la fameuse cancel culture. Exactement. On a l'impression d'assister à la mise en place d'un l'été inversé. Le mal ou la moindre erreur n'est absolument jamais oublié. Il est gravé dans le marbre et figé comme une identité éternelle. C'est l'inverse du pardon. Alors, en s'inspirant de Dante et de l'IA, comment pourrions-nous collectivement réussir à construire un unoé social ? Vaste programme. Est-il seulement imaginable pour une culture entière de restaurer la mémoire de son propre bien accompli, sans que cela ne sonne comme une forme d'auto-justification arrogante face au drame de l'histoire ?
C'est une vraie question. Autrement dit, comment pourrions-nous espérer atteindre, à l'échelle d'une société tout entière, cette fameuse et si fragile innocence seconde et inventée? C'est le défi de notre temps. Nous invitons chaleureusement ceux qui nous écoutent à garder cette idée bien vivante dans un coin de leur esprit et peut-être à observer leur propre bulle sous un nouveau jour. Un très grand merci à tous d'avoir suivi cette plongée au cœur des méandres de la mémoire, du regret et du pardon. À très bientôt pour une nouvelle exploration intellectuelle.